Bonjour et bienvenue sur France 3 Picardie pour votre émission La Voix est libre, la première de 2015. Et nous allons débuter de manière bien sombre après le massacre de Charlie Hebdo. 12 morts, l'attentat le plus grave depuis 50 ans en France. Nous allons nous poser la question des conséquences de ce drame. Cohésion nationale ou division? Quel message politique porter au-delà de l'émotion? Quelle société pour demain? C'est ce que nous allons voir avec mes quatre invités. Barbara Pompili, bonjour. Bonjour. Députée de la Somme, vous êtes coprésidente du groupe Europe Écologie Les Verts à l'Assemblée nationale. Michel Guignot, bonjour. Bonjour. Leader du groupe Front National au Conseil général régional de Picardie. Michel Français, bonjour. Bonjour. Député PS de l'Oise. Et Jérôme Bignon, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur UMP de la Somme. Je précise que cette émission a été enregistrée hier, vendredi après-midi, au milieu de l'après-midi. Il y a eu depuis des avancées dans cette terrible histoire dont nous n'avons évidemment pas connaissance aujourd'hui. Ceci étant dit, Barbara Pompili, vous avez été reçue jeudi à l'Élysée, comme tous les représentants des groupes parlementaires. Que vous a dit le président de la République ? D'abord, il nous a tenus au courant des informations qu'il avait à ce moment-là, qui étaient déjà largement diffusées dans la presse. Il nous a rassurés sur un point, sur la coopération internationale qui était très bonne avec les autres pays, avec tous les autres pays. Donc c'était vraiment un point positif. Après, sur le reste, il ne nous a pas rassurés quant à l'impossibilité qu'il y ait des suites malheureuses. Et on a vu que c'est arrivé, mais il nous a bien dit que tout était mis en œuvre et là-dessus, il semble bien que toutes les forces de police et toutes les forces antiterroristes ont été mobilisées et ont fait leur travail au maximum et je crois qu'on peut déjà aujourd'hui tous les saluer. Michel Français, il y a aussi un message symbolique, c'est un attentat au cœur de Paris, au cœur d'un journal. Oui, mais si vous voulez, c'est un moment où on peut se rappeler quand même à quel point la presse, l'écrit, le numérique a une importance colossale. On n'y pense que dans ces moments-là. Chacun d'entre nous a une histoire personnelle avec Wolinski, Cabu, Charb, Tinius, les plus anciens peut-être encore plus, et on se rend compte évidemment le désarroi dans lequel cela nous a laissé à l'heure actuelle. La liberté a besoin de recul, a besoin d'analyse, a besoin de partage, mais a aussi besoin d'humour et de dérision. Et ça, franchement, c'était fait d'une façon remarquable par ce journal, qu'il faudra donc ne pas abandonner et continuer à faire vivre. Alors, c'est vrai que le monde de la presse et de la bande dessinée a été d'autant plus touché. Les auteurs picards se sont mobilisés. Charlie Hebdo avait été invité pour divers événements dans la région. Honoré, un des dessinateurs assassinés, avait une résidence secondaire à Montreuil-sur-Brèche, dans l'Oise. Il y venait régulièrement. Avec eux, Jérôme Bignon, c'est vraiment un pilier fondamental de la République qui est touché. Oui, c'est un des droits posés dans le cadre de la Déclaration des droits de l'homme, la liberté d'expression, la liberté de penser, la liberté, c'est un des fondements du pacte républicain qui nous unit depuis la Révolution. Ça a été un changement fondamental au moment de la Révolution. Et quand on met à mal ce pilier fondamental, la République vacille. On le voit bien dans les réactions qui choquent l'opinion publique. Michel Français vient de le dire très bien. On n'y pense pas tous les jours du bonheur qu'on a de lire le journal. Puis à un moment donné, c'est Sacha Guitry, j'ai mesuré le bonheur que j'avais au bruit qu'il a fait en tombant. Là, on vient de mesurer le bonheur de notre liberté au bruit qu'elle fait quand elle est tirée, quand elle est tuée, quand elle est massacrée. C'est ça qui nous bouleverse. Michel Guignot, est-ce que cette liberté de la presse, est-ce qu'il faut d'autant plus la protéger ? Oui, bien sûr. Permettez-moi juste un instant, je voudrais tout de même préciser, si vous me le permettez, en une seconde, parce qu'un certain nombre de membres de certaines communautés m'ont téléphoné, m'ont demandé effectivement de dire publiquement quelle était ma position, et je voudrais simplement en une seconde la confirmer. Je condamne, et nous condamnons bien entendu, sans aucune réserve, cet attentat terroriste commis au nom de l'islamisme le plus radical. Comme nous condamnons d'ailleurs, et moi à titre personnel aussi,
toute action violente commise au nom de la politique ou d'une religion, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Et puis je tiens bien sûr à rassurer un certain nombre de personnes qui souvent sont les personnes qui viennent de l'étranger. Nous refusons bien sûr de faire tout amalgame ou confusion avec nos compatriotes musulmans qui respectent notre nation, notre démocratie, nos lois, notre liberté, nos valeurs et nos lois. Nous ne les confondons pas avec ceux qui aujourd'hui tuent gratuitement au nom d'une idéologie. Voilà ce que je souhaitais en tout cas en préambule dire et bien que les choses soient bien claires. S'agissant de la liberté de la presse, bien sûr, nous sommes des défenseurs de la liberté de la presse et je crois que même si la presse et en particulier un certain nombre de journaux satiriques n'ont jamais été, des supporters du Front National ou de Jean-Marie Le Pen, ou de Marine Le Pen d'ailleurs, mais nous considérons, comme d'ailleurs M. Bignon vient de le dire, ou notre collègue français, que dans une démocratie, on doit pouvoir tout dire. Voilà. Malheureusement, aujourd'hui, notre société occidentale n'a peut-être pas compris que d'autres pays ou d'autres peut-être nations, d'autres civilisations n'ont pas la même vue. Que ce que nous essayons de vendre. Et pas d'autocensure aussi. C'est aussi un risque que la presse s'autocensure. Michel Français, vous qui suivez ces questions à l'Assemblée nationale en tant que député. J'ai pas d'inquiétude sur tout ce point-là. Je pense que la presse fait son travail et quand elle s'autocensure, c'est parce que elle ne ferait pas son travail. Donc j'ai totalement confiance dans ce que est le monde journalistique. Maintenant, c'est vrai que il y a des presses qui dépendent de puissance économique et parfois le fait de dépendre de puissance économique ne donne pas les espaces de liberté que nous pourrions souhaiter. Mais en général, le journaliste est là pour être ce contre-pouvoir et dire comment il ressent les choses. Alors, il y a des journaux qui quand même n'ont pas voulu publier au lendemain du drame des dessins qui pouvaient caricaturer les djihadistes notamment. Vous le regrettez, Barbara Pompili ? Oui, j'ai été un peu choquée quand j'ai vu certains journaux étrangers, en l'occurrence, qui soutenaient Charlie Hebdo, mais en montrant les couvertures floutées. J'ai trouvé que c'était complètement contradictoire, parce que justement, c'est parce qu'elles n'étaient pas floutées, c'est parce qu'ils osaient caricaturer, ils osaient user de ce droit à la caricature qu'ils se sont fait tuer. Et je crois que c'est ça, en fait, qu'ils ont essayé de tuer. C'est à ça que nous devons faire très attention, c'est qu'ils ont essayé de tuer la liberté. Ces hommes et ces femmes ont été tués parce qu'ils étaient libres, parce qu'ils représentaient la liberté, ils représentaient un pays libre. Et ils ont essayé de nous faire peur, ils ont essayé de nous enfermer chez nous, de nous terroriser, pour justement que nous renoncions nous-mêmes à notre liberté. Et il est vrai que les réponses que nous avons vues pour l'instant, que ce soit les manifestations un peu partout en France, spontanées, de gens qui sont venus et qui ont dit « vous ne nous laisserez pas nous terrer chez nous ». Non. Nous nous lèverons. Vous avez voulu nous coucher par terre, vous avez voulu nous faire tomber, nous sommes debout. Je crois que c'est des moments très importants et quelque part, c'était réconfortant. Moi, j'étais place de la République à Paris parce qu'il s'avère que j'étais à Paris à ce moment-là. Je peux vous dire que dans ce moment où on est tous très attristés parce qu'on a tous perdu quelque chose dans cette histoire. Moi, j'ai perdu une partie de mon enfance. Mes parents avaient les BD de Rézère, de Wolinski, Cabu. Je le regardais à la télé dans les émissions pour enfants. Et puis, cette liberté de ton, moi, j'avais été élevée dans cette liberté-là. Et je me disais que vivre dans un pays, même imparfait, même où il y a beaucoup de problèmes, même où la classe politique n'est pas parfaite, mais dans un pays où des gens comme ça, un peu fous, peuvent dire des choses, quelque part, c'était réconfortant. Et là, qu'on ait réussi à les tuer, on voit bien ce qu'ils ont voulu tuer derrière. Alors là, on a vu les messages de soutien. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de rassemblements dès jeudi après-midi en Picardie. Il y en aura aussi demain, tout le week-end. Est-ce que ça vous rassure, vous aussi, cette mobilisation des citoyens, Jérôme Bignon ? Ah oui, je trouve ça à la fois réconfortant, sympathique. Ça fait... J'allais dire qu'on aurait aimé s'en passer, mais en même temps, ça fait chaud au cœur de penser qu'il y a cette immense solidarité. Solidarité vis-à-vis de ceux qui ont été tués, ce que vient de dire Mme Pompili, cette émotion que l'on ressent tous par rapport à ces artistes extraordinaires qu'ils étaient tous autant dans ce journal. Solidarité autour de la liberté de la presse, à laquelle, au fond, on est très attaché. J'ai trouvé qu'il y avait un très beau dessin qu'on vient d'apercevoir à nouveau, qui est les deux crayons qui s'élèvent comme des tours et l'avion qui, faisant référence au 11 septembre. Voilà, c'est quelque chose qui est évidemment une liberté. Alors, l'émotion
quand elle est juste, quand elle est bien dosée, quand elle est faite avec cette dignité de notre peuple, toutes origines, tout milieu politique, tout âge, toute génération. Il y a les parents de Barbara Pompili, il y a Barbara Pompili, il n'y a pas encore ses enfants, mais voilà, ils sauront que cette histoire est arrivée parce qu'elle a été un tel traumatisme pour nous tous que c'est un... Bon, il y a un avant Charlie et il y a un après Charlie. Clairement, on peut pas rester... Il y avait 2000 personnes à Amiens jeudi, 500 à Chambly, Saint-Michel français. Sur 5000 électeurs, quoi, hier soir, et à une heure comme 18h30. Non, c'est prenant, quoi. Alors, est-ce que c'est aux politiques d'organiser ces rassemblements? Est-ce qu'il faut laisser faire les citoyens, Michel Guignot? Écoutez, on a l'exemple, malheureusement, d'une nouvelle fracture dans ce qui aurait dû être ce qui vient d'être exprimé d'ailleurs par personne présente ici. Il y avait une possibilité d'une véritable unité nationale derrière ce carnage, derrière cette affaire. Et là encore, malheureusement, je dois dire que, et même si Michel Francex, qui est un représentant du PS, n'est certainement pas, peut-être pas d'accord avec tout cela, comme certains membres du PS. En tout cas, là, bien non, mais j'ai lu un certain nombre de choses. Et bien, aujourd'hui, de par la volonté du PS, notamment du Premier ministre, il y a l'exclusion de 25% d'électeurs qui votent pour autre chose que l'UMP et le PS. Et en Picardie, c'est 40% qui sont exclus. J'ai relevé simplement, le nom de l'élu n'est pas cité, mais j'ai l'article ici, virer le Front National à coups de pied au cul. Le problème, c'est que je pense qu'il y a eu de nombreuses réactions très bien, de oui, toutes et parts. donc ce qui veut dire Michel que Français, le fait de ne pas inviter le Front National au défilé demain à Paris. Je ne sais pas de quoi on parle. Donc il faut qu'on parle de la même chose. Le défilé parisien de demain. Demain, il y a un défilé parisien. Je pense que tous les hommes et les femmes qui en conscience voudront être à ce défilé, y seront. Alors qu'il y ait dedans des faux culs qui y seront et qui ne voudraient pas y être, c'est pas mon problème. On refusera personne. Bon, on considère simplement que ce n'est pas le jeu des appareils politiques. D'ailleurs, si c'était le jeu des appareils politiques, on n'aurait pas été 500 hier à Chambly. J'ai reconnu là 200, 250 personnes dans les plus jeunes qui, peut-être pour la première fois, percevaient ce que c'était que la République et la démocratie, et peut-être qu'est là, jusqu'à présent, ils oubliaient de voter. Bon. Donc, nous sommes en train de dépasser totalement les choses, et je pense qu'il ne faut pas que le Front National joue la victimisation, parce que tel ou tel, Marine Le Pen a été reçue par le président de la République, comme a été reçue... Oui, cette polémique, elle était assez déplacée, Barbara Pompili, vu les événements? Moi, je reste sans voix par ce genre de polémique. Je trouve qu'il y a des victimes dans cette affaire et les vraies victimes, ce sont les personnes qui se sont fait tuer et leurs familles et aussi la liberté peut-être si on n'y prend pas garde. Donc moi, ces histoires-là, ça ne m'intéresse pas. Je considère que d'ailleurs, ce n'est pas une histoire de parti politique. Je pense que c'est une histoire de citoyens, que tous ceux qui veulent aller manifester dimanche le fassent et qu'ils y aillent s'ils se sentent concernés par ces débats-là. Après, il y aura des choses à voir sur le débat politique. Je regrette, c'est l'appel des partis politiques, la liste des partis politiques autorisés à participer et publiée dans chaque article de presse. Bien entendu. Mais arrêtez de jouer les victimes là-dessus. Vraiment, ça n'a pas de sens et c'est assez désagréable. Moi, ce que je préférais, c'est assez désagréable parce que les vraies victimes, c'est dommage. Les vraies victimes, ce sont les personnes qui se sont fait tuer. Je considère que les autres. Vous avez oublié d'ailleurs les policiers d'ailleurs. Non. Moi, je suis allée me recueillir à l'endroit où le policier s'est fait tuer. J'y suis allée hier. Et j'ai déposé avec des amis des fleurs. Je n'ai pas invité les caméras, mais j'y étais. Alors, simplement, non, par contre, il va falloir un petit peu qu'on voit pour la suite. Et pour la suite, il y a quand même des leçons à tirer de ce qui s'est passé. D'abord, il y a des leçons pour les politiques. Et je crois que les politiques doivent aussi apprendre à tirer des leçons de ce qui s'est passé. Qu'il y avait des discours qui se développaient, qui étaient des discours d'exclusion, qui étaient des discours aussi... et d'ailleurs,
d'ailleurs que le Front National portait. Enfin, quand Madame Le Pen a dit il n'y a pas si longtemps que ça, combien de Mohamed Merah dans les bateaux, les avions qui chaque jour arrivent en France remplis d'immigrés. Ce sont des discours stigmatisants. Bien sûr, ce sont des discours stigmatisants. Les personnes qui fuient la Syrie aujourd'hui sont des personnes qui et fuient ces islamistes. Pourquoi la Syrie? Mais ils fuient. Parce ce sont souvent des musulmans vous savez qui fuient très les bien, islamistes. mais pas du tout. C'est depuis la première guerre d'Irak, tout le Moyen-Orient et toute cette partie du monde a été totalement déstabilisée, mettant en place aujourd'hui des groupes islamiques radicaux, armés, parce qu'on a voulu, on a découvert d'un seul coup que Kadhafi était un tyran, que Assad était un tyran. On a découvert d'un seul coup. On a viré tous ces gouvernements. Là, moi, je parle des personnes qui aujourd'hui risquent leur vie pour survivre. On va revenir sur les perspectives. On va revenir sur les perspectives. Donc, je vous parlais des amalgames. Les voilà. Aujourd'hui, les politiques. Aujourd'hui, comment doivent-ils... Michel Guignot, s'il vous plaît. On va passer aux perspectives. Aujourd'hui, comment prendre en charge, comment suivre les éléments qui sont potentiellement dangereux, notamment les islamistes radicaux. Jérôme Bignot. C'est-à-dire qu'il faut effectivement passer de l'émotion qu'on essaye de vivre ces jours-ci, ces heures-ci. Je pense qu'il ne faut pas perdre le bénéfice de ce moment d'émotion, parce que c'est sur cette émotion positive qu'on peut arriver à commencer à réfléchir intelligemment. L'Union nationale, par définition, ça ne peut pas rassembler que des gens qui sont d'accord, parce que sans ça, il n'y aurait pas d'union. Il n'y a pas besoin de faire l'Union nationale. C'est par définition, c'est bien préférable que ce soit des opposants. Les gouvernements d'Union nationale, du général de Gaulle, par exemple, ont rassemblé les communistes, les socialistes, les gens de droite, les centristes. Tout le monde était là, parce qu'il y avait un enjeu qui le justifiait. Et cette Union nationale, c'est ça. Peu importe qu'on ait dit, c'est Dupont, c'est Durand qui mènent le meeting. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'on sent en soi. Et vous le savez bien, Michel Guignot, que ce qui est important, c'est ce que sentent, et je suis totalement convaincu que même si le Front National ne veut pas y participer, il y aura des millions de gens du Front National. Nous avons proposé d'y participer. Pardonnez-moi, M. Bignon. Ne mentez pas. Non, je ne mens pas. Vous mentez. Cette polémique, on l'éteint. Ok, je ne mens pas. Non, je me suis trompé. C'est pas exactement la même chose. Comment passer à la séquence de la suite, c'est-à-dire la solution? Vous dites, est-ce qu'on peut suivre? Clairement non. Ce matin, je ne sais plus qui disait sur une radio, il faut 20 personnes, 20 policiers aguerris, spécialisés pour suivre chaque personne susceptible de. Donc ne partons pas sur des solutions simplistes qui consisteraient à dire il faut tripler, quadrupler les moyens de la police. On pourrait les multiplier par 10, on n'arriverait pas à suivre le truc. Donc ce qu'il faut, c'est un problème qui est beaucoup plus vaste, beaucoup plus profond, beaucoup plus sur le long terme, d'éducation, de partage des valeurs de la République, de retravailler dans les endroits où cette République est un peu absente. J'ai été frappé hier d'entendre une professeure de philosophie dans un lycée qui nous disait qu'elle avait, sur les instructions du recteur, expliqué, ouvert le débat dans sa classe, etc. Il y avait des gamins de 17-18 ans qui faisaient lever de la victoire parce qu'ils étaient plutôt du côté des criminels. Bon, et donc il y a quand même un travail qui est très profond. C'est pas seulement de façon superficielle qu'il faut travailler. C'est un travail qui va nous prendre des années. Alors comment justement? Par quel biais, Michel Français? D'abord, une dernière fois, puisqu'on est dans l'immédiat, disons que la France nous a surpris par son sursaut d'orgueil. La France nous a surpris par le fait qu'on entendait depuis des mois que la France est devenue un petit pays, la France n'a plus de valeur, la France ne croit plus en rien. La France a donné une leçon aux hommes et aux femmes politiques. Donc je voudrais qu'on le retienne et qu'on se rende compte que quand on est ensemble, on est plus fort. Et puis en même temps, on ne va pas se raconter de blagues. En dehors de ça, va venir à préparer l'avenir. Et sur l'avenir, nous n'avons pas sans doute les mêmes propositions. Nous en avons peut-être d'ailleurs quelques-unes de communes. Mais globalement, nous n'avons pas les mêmes propositions. Concernant les valeurs de la République, vous avez les mêmes. Oui. Moi, je le dis comme ça. Hein. Méfions-nous de ne pas troquer un peu d'espoir contre beaucoup de haine, M. Guignot. Hein. Donc, mais la haine est de quel côté aujourd'hui, M. Français? Je n'ai rien dit. Je dis, méfions-nous de ne pas troquer un peu d'espoir, puisque cet espoir est ce que nous venons de vivre, et en revenant sur des amalgames et un certain nombre de choses. Vous avez raison de dire qu'il faut parler des agents de police, et c'est pas mal de se rappeler qu'il s'appelait Ahmed
et que Oui, le alors correcteur qui s'appelait Mustapha, vous l'avez dit. J'ai dit que... Mais j'ai pas dit qu'il vous arrivait pas de moment d'avoir des périodes de lucidité. Je voulais dire mais simplement... Vous auriez dû en avoir pendant les dizaines d'années qui nous ont présentés, vous, l'UMP et le PS. Oui, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Je veux vous dire et le simplement... sursaut dont vous parlez du peuple français, c'est un sursaut de survie. Des millions de Français ont compris hier que leur civilisation... Les Français sont tous idiots. Je vous dis, pas d'amalgame, préparons l'avenir. Ça sera compliqué. Alors, comment préparer l'avenir, Barbara Pompili? Oui, pour préparer l'avenir, il y a plusieurs choses. Il y a des choses un peu immédiates. Il faut qu'on voit sur les questions justement de sécurité, de renseignement. Il y a peut-être des choses encore à adapter. Il ne faut pas avoir honte de le dire, même si, à mon avis, on a déjà un bon arsenal législatif. Après, l'Internet, toutes ces questions-là, ça va tellement vite qu'il faut qu'on puisse s'adapter. Après, il faut regarder plus profondément comment des jeunes aujourd'hui, quelle que soit leur origine d'ailleurs, parce qu'il faut bien se rendre compte que des gens qui en sont partis faire le djihad, il y avait 20%, c'était ce qu'on appelle des convertis, c'est-à-dire des gens qui n'étaient même pas d'origine, de tradition musulmane. Donc, comment des jeunes, quelle que soit leur origine, peuvent en arriver à cet embrigadement sectaire, parce qu'on est dans de l'embrigadement sectaire. Il faut essayer d'analyser cette perte de repères, le fait que nous soyons dans une société qui n'arrive plus à donner justement des signes à ces jeunes, à leur donner un sens. Et ils cherchent un sens quelque part, et c'est souvent des jeunes fragiles, souvent des jeunes qui ont eu des problèmes scolaires d'ailleurs, donc il y a un travail à faire au niveau scolaire. Il y a un travail à faire. On revient beaucoup sur la thématique de l'école. Est-ce qu'il n'y a pas une faillite de l'école? D'abord, l'école, on l'a bien vu, aujourd'hui, on a un quart quasiment de décrocheurs. Il faut absolument qu'on travaille là-dessus. On est en train de le faire. Pour le coup, le gouvernement, on peut lui faire des reproches et je ne me prive pas de le faire, mais sur l'école, il y a un travail de fond qui est entamé et qui va justement dans le sens où on doit avoir une école plus bienveillante, qui casse moins les élèves. Donc il y a un travail là-dessus. Il y a aussi des travaux à faire dans certains endroits, par exemple dans les prisons, dont on voit aujourd'hui qu'elles sont des fabriques à extrémistes. On rentre petit dealer, on sort avec l'envie d'aller au djihad. Donc le travail dans les prisons doit être fait. Il y a bien d'autres endroits comme ça, et évidemment économiquement aussi, redonner du sens à notre slogan républicain, liberté, égalité, fraternité. Peut-être qu'on l'avait un peu trop perdu de vue et peut-être qu'on avait un peu trop donné à ces jeunes qui n'ont plus trop de repères. On leur avait donné l'impression qu'on les oubliait. C'est le moment aujourd'hui de reprendre les choses en main. Jérôme Bignon. Ce qui est frappant dans ce que dit Mme Pompili, et je le partage d'ailleurs, c'est que ce sont les gens dont elle dit qu'ils sont le terreau, ce sont des gens en situation d'échec. Et c'est là où il faut s'interroger. Pourquoi on échoue à l'école? Pourquoi on deal? Pourquoi et c'est à ces questions-là qu'il faut répondre. Parce que, après tout, toutes les générations ont connu des crises de ce type, de gens en situation d'échec qui se révoltaient d'une façon ou d'une autre. Mais il y a eu, que ce soit les anarchistes au début du XXe siècle, que ce soit la bande Abadère, que ce soit les brigades rouges, que ce soit... Il y a eu ces mouvements de gens qui étaient perdus, qui partaient sur des rêves, des fantasmes. Bon, il y a quelque chose de ça aussi à trouver. Il y a à la fois l'échec, il y a à la fois le rêve d'un monde meilleur. Probablement la combinaison des deux. Et c'est pour ça qu'il y a une réflexion. Je pense qu'on peut arriver à se retrouver, peut-être pas sur tous les éléments de solution, mais sur beaucoup d'éléments par rapport à vivre et croire à un monde meilleur, d'une part, et d'autre part, essayer de trouver des solutions qui ne soient pas d'échec. Quand vous êtes en situation d'échec scolaire, quand vous avez une tête qui ne revient pas à vos voisins, quand vous avez, etc., il y a un moment donné où vous êtes la proie facile de ceux qui cherchent justement à embrigader des gens pour la cause qu'ils défendent, qui est évidemment mauvaise. Michel Guignot, comment reconnecter les valeurs de la République avec la jeunesse, notamment la jeunesse perdue? Un mot. Je suis consterné par ce que j'entends. Je crois que depuis 30 ou 40 ans, ceux qui sont autour de cette table sont responsables de la situation, et je le dis coupable de ne pas avoir prévu ce qui allait arriver et d'avoir, bien entendu, écarté tous nos avertissements, ce que nous avions pu dire, soi-disant au nom du racisme. Il ne s'agit pas du tout de cela. Vous venez de dire, M. Bignon, parce que l'échec scolaire, c'est pour ça. En échec scolaire, mais on a tous connu des gamins qui étaient en échec scolaire. C'est pas pour ça qu'ils vont acheter au supermarché une Kalachnikov. Et aujourd'hui, j'apporte aussi mon soutien à toute la communauté, les Français d'origine israélite, puisqu'aujourd'hui, il y a aussi un certain nombre d'événements dans un magasin cachère. Voilà. Donc, après Charlie Hebdo, ce sera les synagogues qui vont être visées. Et après aussi d'autres représentants de ce que certaines civilisations refusent.
Quant à l'échec scolaire, vous souvenez-vous de ces personnes en Angleterre très bien intégrées, très bien diplômées, qui ont commis il y a quelques mois, si je me souviens, un certain nombre d'exactions du même genre de l'autre côté de la Manche. Il ne s'agit pas de ça, il s'agit simplement, tout bonnement, parce qu'aujourd'hui, l'islam radical est en pleine expansion et parce que c'est une composante aujourd'hui du monde et nous avons été ouvrir, je l'ai dit tout à l'heure, notamment au Moyen-Orient, en Libye, en Syrie, en Irak. Et puis, qui pose aujourd'hui la question de qui finance tout cela ? Qui finance tout cela ? C'est peut-être une question à nos députés qu'il faudrait parler. Qui aussi a la possibilité de racheter certaines grandes équipes de football ? On va le dire, je parle du Qatar. Ça aussi, peut-être, nos députés pourraient peut-être en parler. On va éviter de tout mélanger. Non, c'est cela. Le discours, ce discours de la peur qui est quand même donné ce matin, vous en pensez quoi, Michel Français ? D'abord, je veux dire que si on évitait d'avoir des jugements sur les valeurs des autres, peut-être que nous vivrions dans une société meilleure. Deuxième point, la chose coupable, nous sommes tous, c'est croiser l'humain et l'urbain. Et que donc, la façon dont a fait l'urbanisme et qui a fait qu'à un moment donné, on mettait tous les gens en difficulté dans le même endroit, tous les gens pauvres dans un autre endroit, tous les gens peut-être d'une même religion dans un troisième endroit, et que les gens ne sortaient plus, ne s'aéraient plus, n'allaient plus vers les autres, eh bien, ça s'appelle revenir à la laïcité. Il est évident que la France a ces problèmes, mais qui sont beaucoup plus importants aux États-Unis, qui sont beaucoup plus importants dans le monde anglo-saxon. Donc, il est évident que c'est parce qu'on a la peur de l'autre, parce qu'on ne connaît pas l'autre, que nous sommes entraînés. Alors évidemment, nous ne sommes pas là en train de réfléchir sur les points extrêmes qui viennent d'être développés. Je veux dire, fondamentalement, sur la durée, il faut être capable de faire différemment pour que chacun d'entre nous soit préparé à plutôt que l'autre est un ami, plutôt que l'autre est l'ennemi définitif. Et ça, c'est le premier travail que nous avons à faire. Nous n'avons plus le temps. Nous devons faire face à un fascisme, à une nouvelle forme de fascisme qui se développe depuis une dizaine, quinzaine d'années, vingtaine d'années dans le monde. Et évidemment, aujourd'hui, nous sommes dans un monde mondialisé. Et ça, c'est une partie de la question et qu'il ne faut évidemment pas éviter. Mais par contre, justement, les victimes de ce fascisme, aujourd'hui dans le monde entier, les premières victimes de ce fascisme sont des musulmans. Quand je vois, c'était au Pakistan, une école où ces fous furieux sont venus tuer des enfants. Et ça se passe aujourd'hui en Syrie, et ça se passe en Irak, et ça se passe ailleurs. Bien sûr. On avait peut-être le sentiment dans notre pays d'être épargné par ce fascisme. Il essaye de rentrer. La meilleure réponse à faire face à ça, c'est à dire qu'on ne mélange pas tout. Et que ces fascistes-là, ces connards-là, on ne les laissera pas passer, mais qu'on sera unis tous ici, tous les gens qui sont en France, quelle que soit leur confession, que ce soit des musulmans, des catholiques, des athées, des juifs, peu importe, on saura s'unir dans le vivre ensemble face à ces connards-là. Et c'est ça qu'il faut dire. Eh bien, ce sera le mot de la fin. L'émission arrive à son terme. Je rappelle qu'elle a été enregistrée hier, vendredi, en milieu d'après-midi. Je voudrais terminer avec un message de Charlie Hebdo qui paraîtra bien la semaine prochaine. Il sera tiré à 1 million d'exemplaires et tous les fonds seront reversés aux familles des victimes. Voici le texte qui vient d'être publié sur le site du journal Charlie Hebdo. Je cite « Parce que le crayon sera toujours au-dessus de la barbarie, parce que la liberté est un droit universel, parce que vous nous soutenez, nous, Charlie, sortirons votre journal mercredi prochain. » Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Merci à tous les quatre d'avoir accepté notre invitation et d'être venus sur ce plateau. Tout de suite, c'est le journal régional. Il est présenté par Mathieu Chouvelon. Moi, je vous dis à bientôt.